Donald Trump change complètement de stratégie. Il propose maintenant un péage dans le détroit d'Ormuz en partenariat avec l'Iran. Oui, tu as bien entendu. Celui qui menaçait, celui qui bombardait, veut maintenant partager le contrôle du point stratégique le plus important du monde. Pourquoi ce retournement? Parce que la réalité a frappé. L'Iran contrôle déjà le terrain. Le détroit est un levier économique colossal. Et bloquer ou taxer ce passage impacte toute la planète. Ce que ça veut dire concrètement, l'Iran impose ses règles. Les grandes puissances s'adaptent. Même les États-Unis doivent négocier. Lecture stratégique. Ce n'est plus une guerre classique. C'est une guerre de contrôle économique. Et aujourd'hui, l'Iran transforme une zone de conflit en machine à influence mondiale. Conclusion choc. Quand ton adversaire propose de partager le business avec toi, c'est qu'il a compris une chose. Il ne peut pas te battre. Désormais, et grâce aux Américains, au détroit d'Ormuz, c'est l'Iran qui montre la voie. Tu dépasses tout petit, tu empiètes la ligne. Le corridor traditionnel représenté ici en vert qu'il y aurait selon Téhéran un potentiel danger. Le trajet sécurisé que vous voyez ici en rouge ferait passer les navires complètement au nord le long des côtes iraniennes. Ces zones de danger, l'Iran assure qu'elles sont minées. Selon le service de renseignement maritime des États-Unis, les Iraniens disposeraient en effet de 3000 à 6000 mines, un stock suffisant pour tapisser l'ensemble du détroit d'Ormuz. Des types de mines différents pourraient être présents. Certaines explosent au simple contact, d'autres sont plus sophistiquées. Elles réagissent à une pression, au bruit d'un navire. Et puis il y a les mines de fond posées sur les fonds marins, quasiment indétectables. Le déminage, c'est sûr, est une opération longue, technique et extrêmement risquée. Et ce ne sont pas les États-Unis qui sont les mieux équipés. L'expertise est avant tout européenne. La Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France sont capables de mener ces opérations. L'habitude a été prise lorsqu'il a fallu déminer la Manche et la mer du Nord après la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, quand tout était paisible, tout le monde passait là, tranquillement, gratuit. Même au côté vert, là, enfin, entre le rouge et le vert. Maintenant, les Iraniens, ils sont tellement tacticiens, ils sont tellement intelligents qu'ils ont lancé un doute. Il pourrait y avoir des mines, là, dans cette zone. Donc, si vous passez par là, c'est à vos risques et périls. Donc, personne ne veut s'aventurer de ce côté-là. Et l'Iran a dit, là où c'est sûr, c'est par le guichet unique. Passez par là. Tu passes là, le guichet est là, tu payes et puis tu passes. C'est tellement intelligent. En plus, les Américains ne peuvent rien faire. Ils sont puissants, ils ont tous les missiles, ils ont toutes les armes du monde. Mais ils n'ont rien pour déminer là. Et de toute façon, pour déminer, il faut d'abord faire un combat militaire pour pouvoir déloger les Iraniens et déminer, prendre des semaines et tous se seront désangués. Donc, une bataille là au détroit d'Ormuz, ça sera un carnage pas possible. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas toutes les techniques. Il faut compter sur les Européens. Les Européens qui n'arrêtent pas de cracher dessus. Donc, il faut négocier. Il leur explique ça, et les négociations. Et ils ont tellement tapé sur les Iraniens. Je dit ils, c'est tous les secrétaires, j'allais dire tous les ministres, c'est secrétaires aux États-Unis, tous les ministres, les Pitefet, tous ceux-là. Ils ont tellement tapé sur les Iraniens. Et Steve Witkoff et puis Kushner, ils ont trahi la confiance des Iraniens. On les a mis à la poubelle. Qui reste? Et bah, c'est J.D. Vance, le seul qui voulait pas de cette guerre. C'est le seul qui est un peu l'adulte dans la pièce. Et bizarre, même Rubio n'est même plus l'adulte dans la pièce dans cette guerre. Il a suivi Donald Trump dedans. Il a suivi Peter Hegseth dedans. Donc lui aussi, il s'est décrédibilisé. En fait, c'est J.D. Vance qui sort gagnant de cette guerre. C'est le potentiel candidat après Donald Trump. Il y avait un match entre lui et puis Rubio. Rubio, il s'est un peu diminué avec cette guerre. Donc c'est J.D. Vance qui est en train de partir actuellement à Islamabad pour négocier. C'est pas pour négocier sur, je sais pas, tous les sujets qui concernaient la guerre. Hein. Le premier sujet à discuter, à aborder, c'est le détroit d'Ormuz. Prenez vos stylos, prenez une feuille et puis notez. Notez tous les détails de cette guerre. Ça sera très important. Historiquement parlant, tu vas raconter ça à tes enfants. Ils vont mettre ça dans leur tête et ils vont vivre comme ça. Ouais, jeu d'échecs. Tu places ça, tu places ça. Tu es en avance de 2 coups. Le temps que l'adversaire arrive sur toi, toi tu es très loin. C'est ce que l'Iran est en train de faire ici. À bon entendeur, passer au rouge pour payer.
Le patron du renseignement, vous savez comment il présente la manière, enfin le scénario évoqué par Benjamin Netanyahou dans la Situation Room, matin du 11 février, devant Donald Trump et tout l'état-major politique. Il dit c'est une farce. Ce que proposent les Israéliens, c'est qu'ils ont fait de l'Iran un acteur majeur des relations internationales aujourd'hui, ce qu'il n'était pas préalablement. Je me souviens qu'après la guerre des 12 jours, M. Jérusalemi avait dit il aurait fallu nous laisser 8 jours de plus pour finir le travail. Là, on est à 5 semaines. Nous sommes en train, il ne faut pas l'oublier, de libérer le Liban de la férule du Hezbollah, de libérer le Gaza de la férule du Hamas. Nous aimerions bien libérer le peuple iranien de la férule des Mollahs. Et je pense qu'en fin de compte, le nombre de civils tués dans les dommages collatéraux des conflits d'Israël contre ses ennemis est bien inférieur aux vies qu'ils épargnent. Très rapidement, M. Jérusalemi, c'est avec ce genre de propos que vous finissez à la Cour pénale internationale, ce qui est d'ailleurs ce qui attend en théorie votre Premier ministre et votre ancien ministre de la Défense aux côtés des criminels du Hamas. Par ailleurs, avec ce genre de pensée, encore une fois, vous ne parviendrez ni à la paix, ni à la sécurité. Donc essayez de penser contre vous-même et de ne pas systématiquement vous convaincre que vous êtes les forces du bien face aux forces du mal. C'est une manière de déshumaniser, de diaboliser vos voisins. Moi, je suis très fier d'être considéré comme un criminel par la Cour internationale de La Haye, car la Cour internationale de La Haye, c'est véritablement une farce, c'est un cirque, c'est la fausse morale dont vous-même êtes un très bon exemple. Moi, je suis la vraie morale. Pas d'attaque personnelle, on est sur le fond du débat et pas sur l'aspect personnel. J'assume le fait que nous ayons une responsabilité dans les dommages collatéraux que nous causons, et j'assume le fait que nous n'avons pas le choix. Personne ne peut démontrer que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a des fondements légitimes. Personne. Il y a un motif qui a été aussi mis en avant, à part la soi-disant démocratie et les droits de l'homme, que la coalition occidentale a violé depuis 600 ans, mais qu'elle utilise comme alibi pour attaquer les gens qui ne veulent pas se soumettre à elle et lui donner leur argent. L'autre motif qu'on a avancé, c'est que l'Iran se préparait à acquérir des armes nucléaires qui lui permettraient de s'attaquer à Israël et de s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. C'est un argument nul. Il est nul concernant les États-Unis d'Amérique d'abord. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique s'arrogent le droit de dire qui a le droit de posséder des armes nucléaires sur la Terre. Ce droit, il n'est pas du droit international. C'est un non-droit. C'est un abus. Il n'y a aucun État qui possède, en vertu du droit international, le droit de dire aux autres s'ils ont ou non le droit à la possession du nucléaire civil ou le nucléaire militaire. En vertu du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on peut encore appeler le principe de souveraineté, les États-Unis d'Amérique, ni aucune puissance sur la Terre, ne peuvent interdire, a priori, à un quelconque État, le développement de la maîtrise du nucléaire civil ou du nucléaire militaire. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne les États-Unis, ils sont le pays le moins bien placé pour donner des leçons en matière de morale nucléaire. Car c'est le seul pays au monde qui a utilisé des armes atomiques, des armes nucléaires contre les populations humaines, notamment et majoritairement des populations civiles. C'était en mai 1945 sur les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Donc les États-Unis sont la puissance la plus indigne de donner des leçons de morale nucléaire à qui que ce soit, car c'est la puissance qui a fait l'usage le plus barbare de l'arme nucléaire. D'ailleurs, c'est la seule puissance à avoir utilisé directement l'arme nucléaire dans la guerre, depuis que l'humanité existe. L'autre puissance qui n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit en matière nucléaire, c'est tout naturellement Israël. Parce que Israël est un pays qui a acquis l'arme nucléaire sans respecter la moindre procédure internationale, de manière frauduleuse. Alors que tous les autres pays du monde sont harcelés par l'organisation impérialiste occidentale appelée Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, les États-Unis ont utilisé l'arme nucléaire contre le Japon. Ils ont tué des centaines de milliers de Japonais. Ils n'ont jamais été jugés ni condamnés pour cela. Et Israël a acquis l'arme nucléaire au mépris de toutes les procédures de contrôle international. Voilà les deux pays qui se sont permis de s'attaquer à l'Iran au motif que l'Iran se préparerait à avoir une arme nucléaire. Alors que ces pays attaquent l'Iran depuis les années 50. L'Iran a maille à partir avec ces pays uniquement parce qu'ils veulent contrôler son gaz et son pétrole depuis pratiquement 70 ans. Comment pouvez-vous attaquer un pays depuis pratiquement 70 ans et vous étonnez que ce pays songe à développer son système militaire?
vous étonnez que ce pays songe à acquérir, même si possible, l'arme nucléaire. Si vous êtes un pays qui, pendant 70 ans, est harcelé par une horde d'impérialistes fous, à la Donald Trump, qui veulent absolument mettre la main sur votre gaz et votre pétrole, est-ce que ce n'est pas votre devoir de vous rassembler, de vous unir pour défendre votre patrie? Donc, dans la première partie de cette conférence, je voudrais évacuer de l'esprit de qui que ce soit qui écoutera cette conférence l'idée d'une quelconque légitimité de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. C'est une guerre illégitime. C'est une guerre coloniale, c'est une guerre impérialiste, c'est une guerre immorale, c'est une guerre diabolique, c'est une guerre injustifiable. Dans aucun devoir d'histoire, dans aucun devoir de philosophie politique, dans aucun devoir de science politique, dans aucun devoir de droit international, on ne peut démontrer qu'Israël et les États-Unis avaient le droit de s'attaquer à l'Iran. Voilà une guerre dont l'Iran n'a jamais demandé. Une guerre dont l'Iran a été attaqué. Et par les États-Unis et par Israël. L'Iran a été présenté comme étant un régime de barbares, un régime de criminels, un régime d'assassins. Parce que l'Iran applique la charia qui est dans le Coran. Ça, c'est un. Mais eux, je vous en prie, écoutez très bien, eux qui ne sont pas des barbares, eux qui ne sont pas mauvais, eux qui ne sont pas méchants, eux qui ont la civilisation, eux qui ont la démocratie, eux qui contrôlent le monde, eux qui dominent le monde, c'est eux qui sortent de leur bouche, on va vous détruire, on va vous tuer, on va attaquer ceci, on fait. Mais attention, quand vous dites ça, est-ce que c'est conforme aux valeurs que vous présentez au monde? Question. Alors, on va écouter cette petite partie des Américains. Voilà ce qu'ils ont dit quelque part dans un pays. Mais je vais revenir d'abord en arrière et puis on va écouter, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Voilà. Alors. Bonjour M. Panot. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info. On va parler des propositions de LFI pour le pouvoir d'achat en pleine flambée des prix du carburant. Mais d'abord, dans une longue conférence de presse. La flambée de quoi? Qui peut faire une guerre? Commencer une guerre? Et sans savoir les implications de cette guerre. Qu'est-ce qu'on appelle planification? La planification permet de faire quoi? L'anticipation. Vous ne planifiez pas, vous n'anticipez pas, vous êtes contraint à l'échec, ça c'est une certitude. Il faut planifier. Donc leur guerre n'a jamais été planifiée. Ouh. Ok. Écoutons les Français. Hier, ou un long exercice d'autosatisfecit, Donald Trump s'est félicité du sauvetage de soldats américains et a menacé une fois de plus l'Iran. L'Iran tout entier peut être anéanti en une nuit, et cette nuit, ça pourrait être ce soir. L'Iran tout entier peut être anéanti en une nuit. Wouh! Ouais. L'Iran tout entier peut être anéanti en une nuit. Wouh! Trump est fort, hein? Comment il va faire ça? Comment il va faire ça? Ah, ok. La qualité de l'image est bonne. Donc, l'Amérique dit qu'elle a la possibilité d'anéantir l'Iran en une nuit. Si ce n'est pas une bombe atomique, c'est quoi? Donc, vous êtes capable d'anéantir l'Iran toute une nuit. Mais vous avez permis à l'Iran d'avoir... Attendez. C'est là les petits Ivoiriens se fâchent avec moi. Bon, on va arrêter l'Iran d'abord. On va aller en Côte d'Ivoire. Hein? J'ai arrêté l'Iran. On va aller en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a les Chaka, il y a les Drissa, il y a les Madou, il y a les Chico, il y a les Ablo. On va aller là-bas. Hein? Il y a les Djabi. On va aller là-bas.
Hein? Et puis ils vont insulter dans leur bac à l'air, ils vont m'insulter dans leur taxi, ils vont m'insulter dans leur, comment ils appellent ça même là, où on prend expresso, dans le coin expresso, ils vont prendre café noir là, ils vont m'insulter là-bas. Ils sont assis actuellement à New York, en train de boire les chauffeurs de taxi, les petits douleurs, ils sont en train de m'insulter à New York. God bless you, man. Alors donc, on va d'abord aller en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, au regard de ce que nous avons eu à dire, a commencé à verrouiller autour de Télé le fils adultéré, l'enfant gâté. Il a commencé à verrouiller le pouvoir de son fils. Ce que j'ai eu à dire ici, devant ce même pupitre, que Ouattara est en train de mettre de l'ordre, ouais, les Karamogo, tout ça, dans ses affaires. Mais Ouattara a été choqué. Et même le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, le renseignement ivoirien a commencé à parler. Vous permettez, j'aime ce costume-là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis trop fan de ça, mais permettez-moi d'enlever au nom, hein? Je vais enlever pour en parler. Sinon, j'aime ça, j'ai cherché ça jusqu'à... J'ai failli ne pas faire direct. J'ai fouillé dans le costume là jusqu'à dire si je ne vais pas s'enlever, je ne peux pas direct. Parce que j'aime bien ça, c'est un peu un style indien encore. Alors donc, le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, ils ont eu une petite réunion, ce qu'on appelle une petite réunion de cellule de crise. Et il y a eu beaucoup de plaintes, enfin, pas contre quelqu'un, mais ils étaient énervés parce que le plan qui avait été échafaudé vient d'échouer. Gbagbo Laurent faisait partie de la liste des priorités que Télé Brahima avait données. Ouattara est bête, c'est vrai. C'est un voleur, c'est un criminel. Mais Ouattara, par moment, il a un peu de décence dans ce qu'il fait. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut reconnaître ça un peu. Mais son fils, là, il n'y a rien de tout ça en lui. Je me demande même comme, en se regardant, s'il pense qu'il est un être humain. Ah, merci du côté de New York, Harlem. Thank you very much, my friend. Donc, la réunion de crise, la question qui a été posée au sein de la DST, c'est comment j'ai eu vent de ce qu'il faisait. Parce que la DST, il y a une partie de la DST qui a été détachée par Ouattara. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon sur la terre, né d'un homme et d'une femme qui va contredire ce que je dis. Ça n'existe pas. Au contraire, la DST sera dans tous ses états. Parce qu'il y a une partie que je n'ai jamais développée, que je vais développer tout à l'heure. Il y a une partie de la DST qu'on appelle la cellule noire. Les agents noirs, les agents d'assassinat, ceux qui ont été utilisés pour empoisonner Ahmed Bakayoko, tous ces autres, vous connaissez, ceux qui cherchaient à tendre le piège à Soro Guillaume, tous ces autres, c'est de ça que je parle. Ceux qui sont allés casser les portes pour enlever les gens, ceux qui ont enlevé le petit Ziguier, et puis ceux qui lisent, enfin, la DST est là. Donc, la DST, à la demande de Ouattara, il y a une fraction de la DST qui a été mise à la disposition des agents du renseignement, les mercenaires israéliens qui travaillent pour Ouattara. Et eux, leur réseau, leur système d'information, leur réseau est directement connecté à la présidence. Donc c'est eux qui travaillent avec les Israéliens recrutés par Ouattara. Et c'est à eux qu'il avait été demandé, c'est à cette unité spéciale, c'est à cette unité qu'il a été demandé de surveiller de près le premier pas de Ouattara. Parce que ça, Ouattara n'est pas bête, il ne fait rien pour rien. C'est une idée des Israéliens de pousser et de voir. Ce que nous avons dit, c'est ce que Ouattara fait.
Mais ce que les Israéliens ont oublié, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont tellement bêtes, les Damandés qui sont là-bas, ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris encore. Alors donc, je répète ce que j'ai dit. Le régime Ouattara qui attend de passer le flambeau à Téné, c'est le même régime dans tous les cas. C'est de dire aux Ivoiriens de faire beaucoup attention. Je répète encore ce que j'ai eu à dire. Faites beaucoup attention. Ne vous laissez pas berner. Ne baissez pas. Et le petit là, il y a un petit là, qui aime parler beaucoup. Et c'était un cas, quelque chose, il a été arrêté une fois, je crois. Le petit qui aime parler français, il aime aller s'asseoir et dire, va te présenter. Le petit là, vous le connaissez, le petit baoulé là. D'accord. Allez lui dire que moi je dis, s'il ne fait pas attention, 1, il sera empoisonné, 2, il risque d'être abattu. Et ils vont maquiller ça en tentative de vol des petits microbes. Je répète. Le petit qui aime parler beaucoup, le petit qui critique toujours, le petit qui avait parlé de Anou Loto et puis il allait au jugement. C'est de lui que je parle. Donc allez lui dire, s'il veut servir les Ivoiriens un jour, s'il veut continuer de lancer les alertes, s'il veut continuer d'informer les Ivoiriens, il y a des fois dans la vie, on dit, il y a des combats qu'il faut laisser tomber, tu prends du recul et puis tu te projettes après. C'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. S'il veut jouer qu'il est garçon là, il ne verra même pas la fin de l'année 2020-26 à finir. Ils vont le liquider. Dites-lui ça. Maintenant, est-ce que je veux qu'il me croie? Pas du tout, je m'en fous. Mon rôle, c'est quoi? C'est de le dire. Qu'il me croit, qu'il ne me croit pas, je m'en fous et perd du bon. Voilà. Donc, il ne fait pas attention, ils vont le liquider. Il fait partie de la liste de ténébrèmes. Allez lui dire ça, que c'est moi j'ai dit. Deuxièmement, nos frères qui sont dans les casernes, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, faites beaucoup attention à ce que vous faites, avec qui vous parlez, et faites beaucoup attention au sujet de conversation que vous engagez avec les gens, parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez. Votre meilleur ami peut vous vendre comme Judas l'a fait, pour 30 pièces d'argent. Vous serez vendu bêtement. Alors, si vous avez parlé comme Keïta, apprenez à fermer la bouche. Mettez un zipper et puis fermez. Sinon, le reste là va se passer derrière vous. Donc, Ouattara a donné des instructions fermes devant Téné Brahima. Ouattara a appelé le procureur général. Ouattara l'a appelé devant Téné. Et Ouattara lui a donné les instructions fermes. Le procureur général et le procureur militaire. Ouattara a appelé les deux. Et il leur a dit ceci. Hey, il lui a demandé comment il était là-bas. Hey, mon ami, pardon, il faut te déconnecter s'il te plaît à cause de Dieu. Hein? Jean-François Kwasi, ok, merci. Allez lui dire, ce petit, allez lui dire, il aime trop parler. Brrr. Il n'a qu'à arrêter de se blaguer lui-même. Ils vont le liquider et puis ils vont maquiller ça en tentative de vol. Ziggy a eu la chance, Ziggy a été enlevé. Les gens ont parlé, ils ont jeté Ziggy en prison. Je ne sais pas s'il est toujours là où il est sorti. Mais lui, il n'aura pas le temps. Parce que lui, quand il va le prendre, il va le liquider en même temps. Il va les tentatives, ils vont le liquider en même temps. Dites que moi, je lui dis ça. S'il ne me croit pas, je lance des défi. Ça me fait mal, mais j'aurai raison. S'il ne me croit pas, il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il fait. S'il finit cette année 2026, c'est que je suis un idiot. S'il finit 2026 dans ces jeux-là, c'est que je suis un imbécile. Si les garçons, là, il n'a qu'à continuer de faire ce qu'il fait. J'ai dit pour moi, je m'en fous du reste. Il n'a qu'à continuer. Ce qui va lui arriver, là, il va voir ce qu'il y a. Alors, c'est curieux. On m'a montré, on m'a posé la question si j'ai un compte sur TikTok. Il dit, je ne suis pas sur TikTok. On m'a dit, mais tu es en train d'enflammer TikTok. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, ah oui, c'est les gens qui prennent mes vidéos et puis après les repostent sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Alors, je reviens encore pour dire ceci. Ouattara a appelé les deux procureurs
le procureur militaire et le procureur général de la République. Les propos de Ouattara ont été clairs, sans ambiguïté. Au procureur général, il n'y aura aucune forme de procédure. Il s'en fout. Peu importe, même si c'est Babou lui-même, tous ceux qui vont tenter de mettre un bâton dans les roues de Ténébraïm, tous ceux qui seront un obstacle politiquement parlant, ils donnent carte blanche au procureur de trouver n'importe quelle accusation, mais de les jeter dedans. Donc, Afin, tu as informé ça. Tu as informé. Babou, lui, s'en fout. Il lui connaît déjà. Maintenant, les Kone Katina et autres, vous risquez d'aller augmenter le nombre de militants ou de dirigeants du PPACI à la prison. Parce que Ouattara a été clair, il ne veut personne sur la voie qu'il a tracée pour Ténébraïm. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Ouattara a dit. Mais ce que Ouattara a dit, est-ce que c'est ce qui va être fait? Ce n'est pas la même chose. Donc faites la distinction quand je parle. Je ne dis pas que ce que Ouattara a dit, c'est ce qui sera fait. Mais je dis, voilà ce que Ouattara a dit. Avant de donner ma position, c'est ce que je fais toujours. Ou donner la position que Dieu a mis dans ma tête. Ça, c'est vrai. Au procureur militaire, il y a Amoudi et bien d'autres qui travaillent avec le procureur militaire. Ils ont infiltré les différentes casernes, les différents camps militaires. Et les Israéliens sont là pour surveiller jusqu'à d'ici la fin de l'année, parce que Ouattara lui-même ne sait pas s'il va finir la fin de l'année 2026. Ouattara lui-même ne sait pas. Mais moi, je peux dire, Ouattara, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu sait ce qu'il va faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas encore payé Ouattara. Tu n'as pas encore payé tout ce que tu as. Il m'a fait ça. Il dit la tête de Ouattara. Tu ne peux pas aller comme ça. Tout le crime que tu as commis là, tu crois que tu vas aller te coucher comme mon frère allait se coucher? Ou comme Bédi allait se coucher? Comme Ahmed et Go. Non. Donc ce sera plus Ouattara. Il t'a télé. Il me l'a fait de Ouattara. Tu ne vas pas mourir comme ça. Dieu va te faire cette faveur-là. Tu vas payer d'abord pour que ton fils a du truc voleur qui a pour qui comprenne ce qui arrive. Donc, moi, c'est ce qui me fait un peu mal. Quand vous commencez à parler de ces gens-là, il y a des petits idiots qui viennent. Est-ce qu'on peut venir acheter des médicaments chez toi à la maison? Il y a un gros détour, tu vas chez moi à la maison. Dans la déquêture. Tu vas venir chez quoi ce soir? C'est quand tu commences à frapper sur le régime de ceux-là, que tu vois les idiots pour dire, hey, on t'aime tellement, on veut te donner un prix. Et dans la dé, va donner un prix à tes enfants. Moi, je t'ai dit que je veux prix. C'est quand tu commences à t'appeler, et puis ils ne sont même pas intelligents, ils sont tellement bêtes. C'est-à-dire que quand tu vois d'être là, Dieu même te dit ça, là, c'est pas ça. Tu vois tout de suite que Dieu même te dit ça, c'est pas ça. Ta tête même le refuse. Ils sont tellement bêtes. Tu parles aujourd'hui, demain ou après demain, ils sortent, et puis ils vont te faire pour. Ils sont bêtes, quoi. Ils croient que quand, c'est-à-dire que moi je dis quelque chose aujourd'hui, et puis demain, ils vont me dire, moi dans l'euphorie, ah oui, il faut faire ça. Vous croyez que je n'ai pas vu l'argent? Je suis né dans l'argent. Mon père était millionnaire. Moi, on m'appelait enfant des riches. En Djoula, on disait, on va l'idée. Et toi, idiot, là, tu crois que c'est quel argent tu vas venir me montrer que je n'ai pas encore vu? C'est quel prix tu vas venir me donner que je n'ai pas vu? Si c'est plus là, pourquoi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici? Ils sont tellement bêtes. Je vous montre mon parcours, mais bêtement, vous venez toujours. Et vous posez des questions stupides. Quelqu'un qui a toutes les choses aux États-Unis qui est venu ici, là, vous croyez que c'est vos petits prix maudits, là, qui seraient intéressés? Vous croyez que je suis celui qui après les prix? Vous faites quoi avec? Vous mettez ça où? Vous allez où? Soyez intelligents. Soyez intelligents. Vous venez les prix, je fais quoi avec? Alors, donc, Ouattara, le procureur militaire, a été mandaté pour traquer tous les militaires qui vont commencer à grogner dans les casernes. Tous les militaires qui vont commencer à respecter. Tous les militaires qui vont commencer ne serait-ce qu'à penser quelque chose. Si on sait que tu penses à quelque chose qui a sorti de ta bouche, si ce n'est pas dans l'intérêt de Ténébraïm, hey, tu vas aller c'est 6 pieds sous terre. Et il a été dit au procureur général d'Abidjan de renforcer la surveillance des réseaux, des groupes WhatsApp. Donc faites beaucoup attention à ce que vous allez dire sur vos groupes WhatsApp.
Parce que vous êtes contrôlés, vous êtes surveillés. Et les Israéliens sont payés à prix d'or pour vous surveiller, pour vous contrôler. Même quand, écoutez, ces gens-là sont capables de tout. Ils sont même capables d'aller déposer des micros dans vos bureaux. Je dis, mais des micros dans vos bureaux. Là où vous pensez même pas qu'il peut y avoir un petit micro, il y a un petit micro qui est là. Vous êtes écouté toute la journée. Donc si vous êtes malin, là, arrêtez de parler politique dans vos bureaux. Il peut se trouver qu'il y a des micros qui sont déjà positionnés dans vos bureaux. Ouattara ne lésina sur rien. Même les gens qui vont venir vous parler, vous allez voir le costume qu'il va porter. Quand on porte le costume, il y a des petits trucs sur votre corps, ça peut être un micro, ça peut être voilà, une caméra. Vous pouvez être filmé. Le bouton même que le gars porte, le bouton même peut porter un dispositif d'écoute. Donc, tout est possible. Ouattara ne lésinera sur aucun moyen pour sécuriser le pouvoir de Ténébrahim. Donc, si vous pensez que Ouattara est en train de parler avec vous, regardez la chemise qu'il a portée, faites beaucoup attention, le costume qu'il porte, le stylo qu'il a, même sur Internet, allez-y sur Internet, il y a des stylos qu'on vend. Moi, j'ai vu, j'étais tellement dépassé. Le stylo, vous l'achetez, vous mettez le stylo là, c'est une caméra. Le stylo vous enregistre avec résolution haute définition, HD. Oui. Après mon direct, rentrez rentrez dans cette affaire des choses, allez dans Facebook, vente là, il y a Facebook, allez-y, Facebook boutique, allez-y, c'est là-bas, stylo. Bic, les Chinois ont ça là. On voit ça ici, même au Mali on voit. Donc c'est pas encore les voix, on peut pas voir. Donc faites beaucoup attention. Même le bic que tu vas porter là, s'il n'enregistre pas ton visage avec vidéo, il enregistre encore tout ce que tu dis. Donc faites attention. Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire comme Hitler l'a fait en Allemagne. Ouattara veut arrêter tout ce parce qu'il sait que Téné ne pourra pas contrôler le pouvoir. Il faut fragiliser. Il faut rendre la Côte d'Ivoire faible. À tel point que même penser dire quelque chose de Téné, le lendemain tu as fait sacrifice. Donc, c'est malheureux de voir ça. Mais ça, c'est Ouattara. Maintenant, je conclue avec la Côte d'Ivoire avec cette partie, cette conclusion. Ouattara, comme j'ai toujours dit, tu vois, c'est ça qui est un peu malheureux chez toi. Tu ne retiens rien, Ouattara. Tu as plus de 80 ans, mais tu es toujours bête. Tu ne retiens rien. Tu vois, Ouattara, quand tu as choisi Go Coulibaly, j'ai dit c'est ton choix, c'est pas le choix de Dieu. Et j'ai dit, Go, tu ne seras jamais candidat. Et si jamais même tu es candidat, tu finis les élections, là, tu ne fais pas 3 mois en vie, ou 6 mois maximum. Alors, Ouattara, tu crois réellement que ce que tu es en train de dire, là, si Dieu a fait échouer tous tes plans depuis Go Coulibaly jusqu'à aujourd'hui, tu as tué Ahmed Barrow, tu as chassé Sorobio, tu as détruit tout autour. Dis-moi, ceux qui pouvaient t'aider, tu les as chassés, tu les as tués. Mais alors, il faut me dire, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de planifier que Dieu ne sait pas ou Dieu n'a pas encore pris une disposition par rapport à ça? Ton fils adultéré, il peut avoir la domination que tu veux, mais il ne sera pas président. Même s'il est président, ce sera pour un court moment. Ce que les Ivoiriens n'ont pas pu te faire, peut-être, lui, il sera la revanche des Ivoiriens sur toi. Attends, tu vas voir ça. Alors, vous voyez, c'est ça qui m'énerve un peu. Jacques, c'est ça? Jacques Mazola. Tu me connais? Tu me connais pas. Tu viens dans mon direct, tu trouves les gens, ils font leur baptême, l'enfant n'a qu'à porter ton nom. Parce que toi, tu es qui? C'est toi qui as enceinté la femme, là. Tu enceintes ma femme, le gars, il enseigne sa femme, et puis tu vas à son baptême, il faut donner le nom de la femme. Toi, tu es qui? Tu fais quoi pour moi? Tu as déjà dit que voilà ma participation? Moi, je m'en fous de ce qui se passe à la RDC. C'est que tu n'es pas garçon comme moi, tu n'as pas bouche comme moi. Pourquoi tu ne fais pas de direct pour défendre la RDC? Non, quelqu'un comme ça, il faut parler de ton pays. Moi, je m'en fous.
il y a un cessez-le-feu qui a été proposé par les Américains. Mais il y a une partie qui échappe toujours aux gens. Alors, permettez-moi de faire un bref rappel, vu qu'on a eu des difficultés pour commencer. Alors, ceux qui ont déjà reçu mes produits, la belle ivoirienne, que ce soit préventive ou curative par rapport aux besoins, je vous demande de m'envoyer les captures d'écran, les photos recto verso de chaque produit, parce que sur chaque produit, j'ai laissé des informations qui me permettent de vérifier que c'est le bon produit que vous avez. Pourquoi je demande ça? Parce que je veux contrôler que ce que vous avez payé, c'est bien ce que vous avez reçu. C'est important. Voilà pourquoi je demande la photo recto verso de chaque produit. Ça me permet d'abord, de vérifier que c'est le bon produit, deux, de vous donner la bonne posologie. D'accord? Évidemment, en cours d'émission, on va revenir encore sur les différentes pathologies avec le numéro de téléphone pour aider les uns et les autres. D'accord? Merci infiniment. Donc, je continue. Arrêtez, vous les petits nègres là. C'est pas de vous tous que je parle, mais les petits nègres, le gars de la RDC. Tu as passé, tu as fini. Tout votre problème, c'est d'aller chanter. Le gars, comment il s'appelle là? Fali quoi? Fali. Chez nous, Fali, ça veut dire Anne. Fali Poupa ou Fali de Poupa, cette merde-là. Quand tu vas l'écouter là, tu prends ton argent, toute ta vie là. Quand vous, tu vois que je sais pas ce que vous faites. En France, là, vous perdez tout le travail. C'est-à-dire, le Congolais, il peut prendre son salaire de 2 mois, 3 mois pour aller juste acheter un costume. Tu as fini de t'habiller. Tu as fini de porter les chaussures chères. Tu fais quoi pour la RDC? Tu fais rien pour ton pays. Et c'est toi qui as me parler de ton pays. Tu as fait quoi pour la RDC? Moi, je suis dans mon pays. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour l'AES. Tu fais quoi pour ton pays? Vous ne faites rien. Votre vie, là, moi, je vivais avec eux aux États-Unis. Vous et les Camerounais, là, votre travail, c'est quoi? C'est pas habillement. C'est pas habillement. Tu avais me dit, à Dota, à Bota, il faut me provoquer encore. Tu as mal, tu peux t'insulter comme on t'a jamais insulté. Pour me provoquer. Alors donc, les Américains disent, un cessez-le-feu. Mais ce que les gens, parce que nous tous, on est passé à côté d'un élément. Quel est l'élément? L'élément est très simple. C'est le cessez-le-feu lui-même. Donald Trump avait envoyé 5 points pour le cessez-le-feu. 5 points. Et il a toujours dit, nous voulons que l'Iran se rende et que l'Iran accepte sa défaite. Et que l'Iran dise que plus jamais d'uranium, plus jamais de proxy, plus jamais de missiles balistiques à longue portée. Alors, c'était les points qui avaient été soulevés par Donald Trump. Maintenant, permettez-moi une seconde, je vais rapidement faire un truc là. Maintenant, Trump se rend compte. Trump, il dit, ça c'était la première position qui a été rejetée par l'Iran. Et en contrepartie, l'Iran propose son propre plan en 15 points. Je dis bien en 15 points. Mais je vais m'arrêter là. Le cessez-le-feu, c'est-à-dire la cessation des hostilités, les bombardements, les attaques, tout ça. Pour quiconque connaît Donald Trump, doit avoir un sérieux problème avec la réaction des Américains. Les mêmes Américains qui ont dit on a détruit l'Iran, c'est fini pour l'Iran, c'est nous qui avons les cartes, c'est nous qui décidons, l'Iran ne dit rien, l'Iran n'impose rien, c'est nous qui décidons quand la guerre finit, c'est nous qui disons quand la guerre ne finit pas. L'Iran dit vous mentez, c'est nous qui décidons ça par vous. Et
le Pakistan, l'Égypte, la Turquie, c'est les trois que je connais. Eux là, ont travaillé dans l'ombre. Ils travaillaient dans l'ombre avec les dirigeants iraniens. C'est eux. Si on vous a dit autre chose, pourquoi je voudrais que chacun fasse beaucoup attention. Je vous demande pardon, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis, il y a des preuves, il y a des informations précises. Je ne vous raconte aucun. Bon, ceux qui pensent que c'est un mensonge à cause de Dieu, faites-vous plaisir de connecter-vous, allez-y ailleurs, je n'ai pas besoin de vous ici. Parce que tout ce que je dis, la preuve est là. Les éléments sont là. Et c'est des informations qui sont basées sur des faits. L'Égypte, la Turquie et le Pakistan, c'est eux d'abord qui ont approché les autorités iraniennes. Et les autorités iraniennes ont dit, et quand les Américains, ils ont d'abord dit aux Américains, on va approcher les Iraniens pour essayer de voir comment on peut arrêter cette guerre. Et le fait que l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, évidemment, ce sont les différents ministères des Affaires étrangères de ces trois pays. Il peut y avoir beaucoup, mais je connais seulement que les trois. Donc, je n'ai pas dit ce que je ne connais pas. Alors, Trump, qui est, au lieu de gouverner, Trump est un activiste des réseaux sociaux, c'est pas un président. Je suis désolé. Donald Trump n'est pas un président. C'est un activiste des réseaux sociaux. Ce monsieur-là, il a une folie des réseaux sociaux. Il veut tellement être entendu, tellement être vu, tellement voir les gens soumis à sa volonté. Il a créé sa propre application. Et c'est là-bas qu'il poste. Et les gens ne comprennent pas une chose. Trump est en train d'utiliser sa position de président pour lancer sa plateforme. Donc, tout ce qu'il dit, donc finalement, à cause de cette guerre, la plateforme a enregistré des abonnements phénoménaux. Oh, phénoménaux, je m'en fous, phénoménal, je m'en fous. Prenez, laissez, c'est votre affaire. Trump a, en utilisant sa propre plateforme, attention, quand il dit c'est pour lui-même, c'est lui qui a créé, parce qu'il a été banni à vie des autres plateformes, donc il a créé pour lui. Et c'est sur ça qu'il envoie ses messages. Et cette guerre a permis à la plateforme de Trump d'obtenir des millions et des millions d'abonnés. Parce que tout le monde va là-bas. Donc, il y a une bâtard qu'elle a, c'est mari de ta maman, comment elle appelle là? Qu'on appelle Samuel Jacques Bâtard que tu es là. Sors de mon direct imbécile d'inventer. C'est ta maman qui est le lit de Trump. Donc, Trump a créé son truc. Et il fait avec. Maintenant, il dit que l'Iran est en train de demander pardon pour un cessez-le-feu. Et les Iraniens sont sortis, ils ont dit tu mens. C'est faux. Tu as envoyé des gens, ils sont en train de négocier avec nous. On a pris contact avec eux. Mais nous ne sommes pas en train de négocier. Ils nous ont contactés, on les écoute. Ils sont en train de faire des propositions, on écoute. Laissez ce petit bâtard de Samuel, laissez-le. Je vais mettre mon pied là où il ne pense pas que ça doit aller. Il y a un bâtard qui tu es fils de raté. Maudit bâtard. Tu as ton pays, un prophète, tu n'es même pas capable de défendre ton pays. Il y a un ça. Moi, tu avais une demande de défendre ton pays. Bâtard que tu es. Laissez-le jouer, il va me trouver ici. Enfin, des capotes percées, la saleté de merde avec ta gueule qui tue la merde. Alors donc, ils disent non, c'est pas vrai. Nous n'avons rien demandé. Tu as envoyé des gens et nous écoutons ce que les envoyés que tu as envoyés. Nous les écoutons. Tes émissaires, nous les écoutons. Donc, maintenant, dans les discussions, c'est eux qui ont amené les 5 conditions de Trump. L'Iran a dit, on ne regarde même pas, ça ne nous intéresse pas et on ne va même pas discuter.
les 5 points ne peuvent même pas servir de point de discussion avec nous. On n'en veut pas et on ne veut pas entendre parler. Donc, maintenant, les Iraniens, les Pakistanais, les Égyptiens et les Turcs, les différents ministères des Affaires étrangères posent la question, après, puisque vous ne prenez pas, est-ce que vous ne prenez pas pour les Américains? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme contre-proposition? Et l'Iran, qui avait fait 15 au départ, donne les 10. Et à peine, écoutez très bien le déroulé de la situation, à peine les 10 ont été soumis aux Américains, Donald Trump est sorti tout de suite pour dire, on a trouvé un accord de cesser le feu. Je voudrais bien que chacun réfléchisse bien. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous allez vous tromper. Ce que je suis en train de vous donner ici, TF1, qui est un média d'État, ne peut pas vous donner. France 24 ne peut pas. RFI ne peut pas. Parce que nous, on va en profondeur et puis on disait tout. Je répète. Les Pakistanais, les Égyptiens, les Turcs ont demandé aux Iraniens. Je m'arrête un peu. Qui a dit que l'Iran n'a plus de dirigeants? C'est les États-Unis. Qui a dit que l'Iran, c'est fini? C'est les États-Unis. Qui a dit qu'il n'y a plus personne pour parler au nom des Iraniens? C'est les États-Unis. Qui a dit qu'on est en train de discuter avec des gens, mais ils ont peur de se présenter? S'ils se présentent, on va les tuer. Qui a dit? C'est les États-Unis. Ah, attendez, tu négocies avec quelqu'un au nom d'un pays et tu dis que la personne avec laquelle tu es en train de négocier pour le pays a peur qu'on sache que c'est avec elle que tu discutes là. Ah, mais tôt ou tard, la personne doit se faire connaître, non? Alors donc, attendez, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est là que je répète encore. Je répète. J'insiste et je persiste. C'est les Américains qui ont dit ça. Ceux avec qui on discute en Iran ont peur, ils sont cachés, ils ne veulent pas se faire connaître. C'est ce qu'ils ont dit. Mais alors, pourquoi à peine les Turcs, les Pakistanais, les Égyptiens remettent la contre-proposition de l'Iran en 10 points, au lieu que Trump dise « Je vais réunir mon cabinet pour discuter ». Il n'a même pas réuni ni le vice-président, ni les membres restreints de son cabinet. Tout de suite, il a dit « J'accepte ». C'est là, je voudrais que chacun réfléchisse un peu. Alors, quand il dit « j'accepte », qu'est-ce que cela signifie? Comment, du coup, Trump accepte? Pourquoi, du coup, il accepte? Les 10 points que nous allons, je ne vais pas tout dire, mais je vais voir si je peux vous ramener les 10 points. Permettez-moi, je vais rentrer rapidement dans Google, puis je fais sortir ça. Ok, permettez-moi, je vais rentrer ici. Voilà, je vais rapidement les, voilà. Donne-moi une seconde, je vais... Donne-moi une seconde, hein. Je vais juste vérifier. Ok, je vais lire ça pour vous, quoi. Je vais lire, vous allez voir les 10 points. Cesser le feu, 8 des 10 points proposés par Téhéran donnerait à l'Iran une position plus favorable qu'avant la guerre. 10 des 10 points. Donc vous voyez,
les 10 points là, je vais essayer de... Voilà, Dieu merci, ça est là. Cessation complète. Le premier point, cessation complète de toute agression contre l'Iran et les groupes de résistance. Deuxième point, retrait des forces de combat américaines de la région, interdiction de toute attaque contre l'Iran depuis des bases et refus d'adoption des postures de combat. C'est-à-dire, on a vu les pays du Golfe qui ont dit on n'est pas d'accord, mais les Américains ont quand même utilisé leur pays comme base arrière pour attaquer l'Iran. Ça, c'est le troisième point. L'Iran dit, une fois qu'un État dit il ne veut pas, l'Amérique ne doit plus faire ça. Troisième point, limitation du passage au quotidien des navires à travers le détroit d'Ormuz pendant 2 semaines, dans le cadre du protocole de passage sécurisé sous la supervision et selon les règles spécifiques de ce pays, c'est-à-dire l'Iran. Je continue. Lever de toutes les sanctions primaires, secondaires et onusiennes. Compensation des pertes iraniennes par la création d'un fonds d'investissement et financier. Engagement de l'Iran à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Ça, l'Iran s'engage à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Reconnaissance par les États-Unis du droit de l'Iran à enrichir l'uranium et négociation sur le niveau d'enrichissement. Donc, le 6 et le 7, vous voyez, on ne fera jamais de bombes nucléaires. Mais attention, je peux ne pas fabriquer la bombe nucléaire et puis acheter la bombe nucléaire. Ou bien, je peux ne pas fabriquer, mais acheter. Je ne sais pas si on se comprend. L'Iran peut ne pas acheter, et ça peut ne pas le faire, mais acheter avec un pays tiers. Un tiers pays. Ça peut être la Corée. D'ailleurs, l'Iran a déjà ça. La Russie a déjà fourni des missiles à tête nucléaire à l'Iran. La Corée du Nord a déjà fourni des missiles à tête nucléaire à l'Iran. D'accord? Maintenant, 8, accord de l'Iran pour négocier des traités de paix bilatéraux et multilatéraux avec les pays de la région conformément à ses intérêts. Extension d'un engagement de non-agression à tous les agresseurs vis-à-vis de l'ensemble des groupes de résistance. Et puis, 10, abrogation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité et ratification de l'ensemble des engagements dans une résolution officielle des Nations Unies. Évidemment, les gens ont dit que c'était excessif. L'Iran l'a fait à dessein. Quand vous allez en négociation, vous faites le maximum pour présenter votre agenda le plus costaud que possible, dans l'intérêt qu'au cours de la négociation, vous puissiez obtenir ce que vous recherchez. C'est-à-dire que vous exagérez dans l'optique de recevoir ce que vous voulez. Et c'est ce que l'Iran, voilà les 10 points de l'Iran, qui sont totalement des choses auxquelles l'Amérique a toujours dit non. Maintenant, question. Pourquoi ce n'est pas l'Iran qui sort comme premier pays pour dire nous avons trouvé un accord avec les Américains? Pourquoi l'Iran ne l'a pas fait? Pourquoi l'Iran n'a parlé qu'après que Trump ait parlé? C'est là que chacun devait réfléchir pour savoir, attendez, pourquoi Trump, attendez, non, Iran, attendez, je suis sûr que vous n'avez pas vu ça venir. Ce sont les États-Unis qui ont d'abord annoncé la nouvelle au monde entier. Dès que l'Amérique a annoncé, le prix du baril a chuté de 18%. Dès l'instant où l'Amérique a annoncé, parce que les gens s'en fichent de ce que dit Donald Trump, je vous ai toujours dit ça, et c'est l'Iran qui regarde. Et quand l'Iran a confirmé ce qui a été dit, tout de suite le prix du baril a chuté. Mais il y a un autre problème, je n'ai pas encore fini. Il y a un autre problème. Donc, ce n'est pas l'Iran. Alors, si c'est l'Iran qui négociait, si c'est l'Iran qui voulait, si c'est l'Iran qui était vraiment contraire, on aurait souhaité. Enfin, l'Iran nous aurait quand même montré la voie en étant le premier pays à dire nous avons trouvé un accord.
Mais c'est parce que l'Iran a fait. L'Iran est resté et c'est l'Amérique qui a annoncé, après l'Iran a confirmé. Et c'est là que vous avez vu la population iranienne sortir dans la rue. Mais avant ça, l'Iran avait mis en place un système. L'Iran a demandé au peuple iranien de sortir et de faire des boucliers humains autour de toutes les infrastructures civiles critiques. Tout ce que Trump voulait détruire, l'Iran a demandé que la population aille là-bas. Et les Iraniens ont fait des ceintures, des corridors humains autour de tous les sites stratégiques civils. Trump, il n'est pas bête. Il a eu l'information. Est-ce que tu vas tuer les gens? Même les Américains, même les Républicains n'allaient jamais pardonner cela à Donald Trump s'il bombardait le peuple qui a formé un corridor sécuritaire humain autour de telle ou telle infrastructure. Ils ne vont jamais pardonner. Et ça, c'est la technique de l'Iran. Et l'Iran a dit, vous allez rester là jusqu'à ce que on trouve un accord définitif. Même avec le cessez-le-feu, vous continuerez à sortir pour aller protéger toutes les infrastructures civiles. Et c'est ce que les Iraniens ont commencé à faire. Et c'est ce que les Iraniens ont commencé. Les Iraniens sortaient avec les drapeaux pour aller vers les sites et s'asseoir à l'intérieur des sites. Quand je dis les Iraniens, ce n'est pas 2-3 personnes, ce sont des centaines, ce sont des milliers de personnes qui se déplaçaient. C'est tout le monde qui allait. Et moi, quand j'ai vu les rues de Téhéran, je me suis posé la question, je me dis, mais attendez, est-ce que réellement il y a la guerre en Iran? Parce que j'ai été surpris de voir un Téhéran, mais tout ce qu'ils disent qu'ils ont détruit là, moi je ne sais pas c'était où, hein. Moi, mais j'avais exagéré, je dis que Téhéran était rasé, mais j'étais étonné de voir Téhéran. Mais je ne peux pas vous montrer, mais je vais voir si je pourrais vous montrer quelques images. Mais j'ai été surpris de voir que Téhéran n'est pas ce qu'ils disent que Téhéran est devenu. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, on va continuer. Ce sont les Américains qui ont demandé le cessez-le-feu. Et quand l'Iran a fait une contre-proposition qui va servir de base de négociation à partir du vendredi qui arrive, après-demain, je crois, demain et jeudi, je crois, après-demain vendredi, ils vont se retrouver, comment on appelle ça, au Pakistan, et puis discuter, trouver un accord. Et les 10 points que je viens d'énumérer, ce sont les 10 points qui vont servir de base pour discuter. Et l'Iran a dit, on ne veut plus voir le beau-fils de Trump avec l'autre là, mais on veut que le vice-président américain soit impliqué dans la négociation. Vous savez, Trump n'aime pas respecter la Constitution. Trump n'aime pas respecter la loi. Ce qui fait que, au lieu que ce soit Marco Rubio, le secrétaire d'État, ce qu'ils appellent chez eux le Premier ministre, ou bien que ce soit le vice-président J.D. Vance, mais il envoie son beau-fils, le mari de sa fille, qu'il a nommé comme conseiller spécial. Alors que celui-ci, devant le Congrès, même il n'est pas redevable devant le Congrès. Le Congrès ne peut même pas l'appeler. Même s'il l'appelle, il est libre d'aller ou de ne pas aller. Parce que sa fonction ne le contraint pas de rendre compte au Congrès. Mais sa fonction le contraint de rendre compte seulement à Donald Trump. Regardez ce que Trump fait. Il choisit 2 personnes qui ne vont jamais rendre compte devant le Congrès, mais qui vont être redevables uniquement à lui et lui seul. Moi, j'ai eu honte de la part de Marco Rubio, le secrétaire d'État qui est sorti pour parler, parce que Trump l'a humilié. En réalité, lui, il doit être impliqué dedans. Mais il n'a jamais été impliqué. C'est quand c'était mélangé, quand les gens de l'OTAN ont refusé de l'aider, que Marco Rubio est allé en Europe participer au G7, où il allait justifier la position des Américains. Mais lui-même n'a jamais pris part aux négociations. Et c'est la première fois dans ma vie que je vois
aux États-Unis des négociations de haut niveau et que le secrétaire d'État n'est pas impliqué ou le vice-président. Mais Trump l'a fait parce que Trump n'est pas rencontre. Trump l'a fait parce que si c'était Marco Rubio ou le vice-président, tout ce que Trump est en train de faire, il ne peut pas faire. Et là, les gens n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, quand on lui a demandé, il a demandé les 200 milliards, ils ont dit on ne donne pas. Ils lui ont dit, tu ne peux pas aller faire la guerre sans l'aval du Congrès. Il dit, ce n'est pas la guerre, c'est une opération militaire. Je répète, il dit, ce n'est pas la guerre, c'est une opération militaire. Je répète, il dit, ce n'est pas la guerre, c'est une opération militaire. Donc, comme c'est une opération militaire, il n'a pas besoin de l'accord du Congrès. Et comme il n'a pas besoin de l'accord du Congrès, le Congrès aussi a dit, comme ce n'est pas une guerre et que c'est une opération, on espère que ton opération va finir vite. Les 200 millions que tu demandes, non, on ne peut pas te donner. Puisque ce n'est pas une guerre. Donc, nous, on ne peut pas financer une opération que nous ne contrôlons pas. Une opération dont on ne sait rien. Donc, ils ont refusé les 200 millions. Non, les 200 milliards, pardon, de dollars qu'ils voulaient. Alors, maintenant, je vais vous emmener dans la profondeur pour comprendre pourquoi Trump s'est précipité sur les 10 points iraniens. Si vous ne comprenez pas, alors c'est compliqué. On va vous dire, ah oui, c'est bien, la guerre va finir, la guerre va finir. C'est vrai. Mais, je voudrais d'abord, je vais vous ramener ici d'abord. Je vais vous amener ici. D'abord, on va écouter ça et puis on va continuer. On va continuer ça d'abord. On va écouter ça. De l'envoi de bombes nucléaires sur les terres iraniennes. Et puis ce cessez-le-feu qui est arrivé plus tard dans la soirée. Donc les deux pays se sont accordés sur un cessez-le-feu de 2 semaines pour le moment, visiblement sur la base du plan de 10 points présenté par le régime iranien. Alors d'abord, quels sont... On va écouter ça. On va regarder ça. 7h30, 9h30, Et alors oui, je suis très heureuse de recevoir Sirosh Ghazi. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, journaliste franco-iranien, correspondant de guerre, comme je le rappelle souvent pour France 24, RFI aussi et d'autres journaux. Merci encore d'être en direct sur Tocsin. Et alors, j'imagine que la nuit a dû être tendue pour vous, évidemment, puisque nous étions quittés sous les menaces de Donald Trump, menaces particulièrement virulentes, où certains parlaient même de l'envoi de bombes nucléaires sur les terres iraniennes. Et puis ce cessez-le-feu qui est arrivé plus tard dans la soirée. Donc les deux pays se sont accordés sur un cessez-le-feu de 2 semaines pour le moment, visiblement sur la base du plan de 10 points présenté par le régime iranien. Alors d'abord, quelles sont les nouvelles de votre côté? Comment avez-vous passé ces dernières heures? Et puis comment réagissez-vous à ce cessez-le-feu, évidemment? Et puis comment les autorités ont-elles annoncé cela? On va écouter, hein. Alors, le tweet de Donald Trump a été publié vers 2h du matin ici. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues, des gens qui... Donc, c'est Donald Trump d'abord qui en fait un tweet. Donc, écoutons-le. Ils descendent chaque nuit depuis 38 jours, 38 nuits pour se mobilisent pour soutenir le pouvoir, dénoncer les frappes américaines et israéliennes. Et donc ils ont appris ce cessez-le-feu avec ce tweet qui a été publié immédiatement par les médias iraniens. Au départ, pour tous ces gens-là qui avaient formé une chaîne humaine sur le quartier, en province, sur les ponts, autour des centrales électriques, exactement. Ça a été la surprise, beaucoup ne comprenaient pas, et puis quelques minutes plus tard, environ 15 minutes plus tard, est tombé le communiqué officiel du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui est la plus haute instance politique du pays, dont les décisions ont été validées par le guide suprême iranien, et donc dans ce communiqué, ce Conseil suprême qui regroupe tous les hauts responsables politiques et militaires iraniens
a félicité le peuple iranien pour une grande victoire sur les États-Unis et Israël, en annonçant qu'il y aura donc à partir de vendredi des négociations donc sur la base du plan en 10 points de l'Iran, un plan qui avait été présenté aux Américains il y a environ une semaine de cela, lorsque par l'intermédiaire du Pakistan, ce plan est très détaillé, donc on peut l'expliquer un peu plus tard. Donc ce conseil, dans le communiqué du conseil, on demande à la population de rester mobilisée parce que l'affaire n'est pas terminée, parce qu'il faut maintenant des négociations pour finaliser cet accord de paix, et donc les autorités ont demandé à la population de rester dans la rue, de descendre toujours dans la rue, donc pour soutenir le pouvoir, pour que d'ici 2 semaines ou peut-être un peu plus tard, il y a un accord de paix définitif entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Okay. Alors, vous avez parlé de ce plan en 10 points. Je l'ai cité. Les 10 points garantit que l'Iran ne sera plus attaqué, fin permanente de la guerre et pas seulement cesser le feu, fin des frappes israéliennes, enlevé de toutes les sanctions américaines contre l'Iran, ça c'est fondamental, fin de tous les combats régionaux contre les alliés de l'Iran. L'Iran ouvrirait donc, dans ces points-là le détroit d'Ormuz. L'Iran imposerait un péage d'Ormuz de $2 millions par navire. Visiblement, ça aussi c'est vraiment accordé par les États-Unis. Ça aussi c'est considérable. Hein, ça apporterait un flux de revenus considérable à l'Iran, parce que c'est quand même 20% de la population qui transite par ces eaux. L'Iran fournirait des règles pour un passage sûr à travers Ormuz. On va revenir sur le passage du détroit, on va revenir là-dessus. Maintenant, pourquoi les États-Unis d'Amérique accepteraient le point, elle a dit tout à l'heure, ça fait 1 semaine qu'ils ont reçu ça, et les Américains ont répondu favorablement. D'abord, il y a un élément que nous tous on a vu, mais qui n'a pas été suffisamment médiatisé. L'élément c'est quoi? Et rappelez-vous, le pilote américain qui a été secouru, comment l'opération s'est déroulée? Que s'est-il réellement passé? Est-ce que le pilote a été réellement secouru tel qu'ils le disent, ou il y avait autre chose? Évidemment, il y avait dans l'opération 2 avions Hercule ont été engagés, les C-130. 2 hélicoptères Apache ont été engagés. Et quoi, il y avait 2 autres avions. Au total, il y avait 6 ou 8 avions. Moi, je veux savoir, pour aller secourir un pilote, ils ont déployé tout ça. Mais alors, ils étaient à des centaines de kilomètres du lieu du crash de l'avion où le pilote se sera réfugié. Mais au contraire, ils étaient à côté d'un des centres nucléaires de l'Iran. Comment on appelle à Pan, mais il y a un centre là. Donc, il faut que je vous montre ce élément là, c'est important. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça parce que et c'est là qu'on a dit que oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo intéressante là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur France 24, je crois. Ben ok, c'est ici, je crois. Alors, je vais vous faire écouter ça d'abord. Ok, c'est toujours la même dame, mais on va continuer ici d'abord. Et le coup Toxin avec Serge Gazi. Bonjour à vous. Merci encore de nous suivre aussi et de nous permettre d'avoir cette correspondance avec Toxin. Alors, évidemment, c'est très très riche en ce moment l'actualité en Iran. Ok. Je vais... Téhéran allait vivre un enfer. Donc voilà, ça c'était l'ambiance du... Non, du je veux pas ça. Je veux pas ça. C'est cette partie qui m'intéresse. Ok. Je vais vous montrer ça. Ils ne sont pas allés... Dans une seconde, l'image est tellement intéressante. Il faut que je vous montre... Il faut que je vous montre les images. Dans une seconde, je vais vous montrer quelques images qui va nous permettre à tous... Ok, ici, je préfère celle-là. On va écouter ça. On va regarder cette partie. The story we've been given, it's a lie. Ok.
Ça, c'est un Américain qui parle. Je vous fais écouter cet Américain-là. Évidemment, je vais faire la traduction en anglais, ne vous en faites pas. On va revenir sur ça rapidement. Voilà. Ok, c'est ça qu'on va écouter. On several fronts. What that F-15 was doing up in that area, what was its mission? I think it was involved in preparation for a ground attack on the Natal. Il dit le F-15 qui a été abattu. Qu'est-ce que le F-15 faisait dans cette localité précise? C'est un ancien analyste de la CIA. Donc, c'est un ancien du renseignement américain. Il sait de quoi il parle. Je parle de lui, le monsieur qui est là. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Donc, les gens préparaient une intervention terrestre. Et le F-15 était là-bas en reconnaissance pour préparer le terrain. Parce que, depuis longtemps, il y a eu des fuites selon lesquelles que des opérations, des éléments des forces spéciales se préparaient pour faire une infiltration, pour aller récupérer les 400 kg, je crois que c'est ça, les 400 kg d'uranium enrichi de l'Iran. Donc, l'Amérique préparait ce document, cette intervention. La raison pour laquelle les 6 généraux ont été dans la même période, à l'espace de 24 heures, ont tous été chassés du Pentagone, on les a forcés à rendre leur démission, c'est parce qu'ils ont dit, vous n'avez aucune information crédible sur le terrain. Envoyer nos hommes sur le terrain, c'est les envoyer à l'abattoir. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne connaît pas la réalité du terrain. Donc, mieux vaut ne pas le faire. Et tous ceux qui étaient opposés à l'opération, en tant qu'officiers supérieurs, et tous, on leur a demandé de prendre leur retraite anticipée. Ils étaient 6 au total, je crois. Alors, c'est ce qu'il explique ici. Nuclear reactor. So now there's lots of credible reporting that this was not a mission to save that guy, that this was what it was. It's now becoming clear that what happened in southern Iran was a botched operation carried. Et dit, les images qu'on a vues, les débris des avions qu'on a vus, visiblement, c'était pas une opération de sauvetage, c'était une opération d'infiltration, voir s'ils peuvent aller récupérer l'uranium dont il est question. Mais ce qui est intéressant, comme je ne vais pas faire tout, je ne vais pas vous permettre parce que c'est un peu long, ce qu'il faut retenir, je vais le faire un petit ramassis. Quand, d'après les informations que j'ai pu avoir accès, les Iraniens disent, il y a un premier avion qui est arrivé, le C-130, qui n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage avec goudron. Même sur la terre, l'avion la roule dessus et puis ça va. C'est un avion qui est fait pour ça. Même sur le sol, même dans le sable, l'avion là, il s'en va. Il n'a pas besoin de piste spéciale pour ça. Lui, il peut atterrir et décoller à n'importe quel moment. Donc, ils ont utilisé 2 de ces avions et les 2, chaque avion avait au total 60 éléments de force spéciaux dedans. Il y avait des hélicoptères de combat qui étaient dedans et il y avait 60 éléments, plus les avions F-16. Et bien entendu, il y a un transfert aussi qui a été abattu. Donc, les débris qu'on a vus, ça, c'est pas les débris d'un seul avion. Les débris qu'on a vus, ce sont les débris des 2 C-130. Et puis, il y a un hélicoptère. Il y en a qui sont morts parce que j'ai écouté la télévision iranienne. L'armée iranienne dit qu'elle a perdu 9 hommes dans le combat. 9 Iraniens ont été tués. 9 militaires iraniens ont été tués dans le combat. Et il y a eu beaucoup de blessés qu'ils ont conduits dans les hôpitaux qui étaient proches. Et que l'opération a échoué parce que les Iraniens avaient déjà le renseignement que les Américains allaient intervenir. Donc les Iraniens les attendaient. Et quand les avions ont commencé, d'après ce que il y avait un témoin là qui donnait l'info sur la télévision iranienne, il dit il a vu les avions, il y a un premier avion qui est passé, et puis il y a un deuxième avion, il voit que l'avion, le bruit devient... Là qu'ils ont commencé, lui il a vu net, il avait un Kalachnikov, il dit tout de suite il allait prendre sa Kalachnikov. Et ils ont commencé à tirer. Mais entre-temps,
Il y avait l'armée iranienne aussi qui était arrêtée là, avec des batteries, enfin, ces armes lourdes là. Donc le gars il était arrêté et puis il tirait. Effectivement, ça a été un échec. Et si vous me posez la question, pourquoi Donald Trump a accepté le deal? C'est la raison pour laquelle Donald a accepté le deal. Parce que Trump, si Trump avait réussi cette opération, parce que cette opération, Donald Trump, attendez, vous savez, il y a tellement de choses qui se sont déroulées en si peu de temps. Si Trump voulait jouer les durs, continuer la guerre et refuser le plan de paix de l'Iran, l'Iran allait dire on a proposé un plan de paix que l'Amérique a refusé. Mais évidemment, Trump essaie ici de protéger son ministre parce que le Congrès a besoin d'attendre ce ministre. Les Américains ont perdu beaucoup d'avions dans cette guerre. Les Américains ont perdu des radars qui coûtent des milliards de dollars. Les Américains ont perdu des bases opérationnelles dans le Golfe. Il y a des bases militaires où aucun avion ne peut atterrir ni décoller. Il y a des tentes qui ont été détruites. Il y a des magasins de logistique qui ont été détruits. Il y a des avions qui étaient sur le tarmac qui ont été détruits. Il y a des centaines de militaires américains qui ont été blessés. Et d'ailleurs, l'Iran dit que l'Amérique ment sur le nombre de morts. L'Iran dit avoir tué à peu près 250 militaires, mais l'Amérique dit 13. L'Iran dit les vrais chiffres vont sortir après, parce qu'ils savent comment ils ont frappé. Et quand les Américains, c'est pourquoi d'ailleurs, l'Iran a envoyé un message aux pays du Golfe. Dites à vos hôteliers de ne plus recevoir les militaires américains dans leurs hôtels. Sinon, vos hôtels vont devenir des cibles prioritaires. Aujourd'hui, quel est le pays au monde qui peut se lever? Quel pays, merci beaucoup à toi, non. Quel pays au monde peut se lever aujourd'hui, menacer les Américains, à détruire des bases militaires américaines, à tel point que les Américains eux-mêmes ne savent même plus où il faut aller. Il faut aller se cacher dans les hôtels. Rappelez-vous, j'avais fait un direct où j'ai dit à nos parents africains qui vont faire les affaires à Dubaï ou qui sont en Arabie Saoudite, si vous voyez qu'il y a des Américains qui sont logés dans vos hôtels, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Quittez cet hôtel, allez louer, allez quelque part d'autre. Parce que l'hôtel va devenir une cible pour l'Iran. Pourquoi j'ai fait ce direct là? Parce que nos parents qui sont en Afrique, beaucoup m'écoutent et beaucoup savent que leurs parents sont là-bas. Donc, en laissant le message, je suis convaincu qu'ils vont dire à leurs parents, hey, hôtel où tu es là, est-ce qu'il y a Américain dedans? Si Américain, pardon, faut sortir, va chercher l'autre hôtel. Loin est là-bas. Parce que l'Iran frappe. Et jusque-là, on ne nous a pas encore dit qu'il y a un Africain qui a été touché. Mais vous pensez réellement qu'un Africain n'a pas été touché? On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, c'est ce que disent les Ivoiriens. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, il faut quitter la guerre. Après cette guerre, on fait le point. Vous allez voir que beaucoup de nos frères étaient dans les hôtels quand c'est arrivé. Quand les Iraniens ont frappé les hôtels. Je ne dis pas que forcément il y a eu des morts, mais il peut y avoir des blessés. Quand ils ont frappé les aéroports, vous allez me dire qu'il n'y avait pas d'Africains dans les aéroports. Quand les aéroports étaient frappés, il y avait des Africains. Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu d'Africains, c'est faux. Donc, la raison pour laquelle l'Amérique a accepté les cessez-le-feu, la première raison d'abord, c'est éviter la colère des Américains. On va écouter une deuxième fois ça. You know, by the Trump regime, this was not about rescuing the pilot. Okay. But there's some video of all the, these are American planes. And they say we blew them up. Okay. Ourselves because ça c'est la télévision iranienne qui a publié. Hein. Take off and we didn't want to leave them our technology. So this is what victory looks like. Just to let you know, Okay, this voilà. is what winning looks Alors, like. But this ça, ce sont des blogueurs américains, ce sont des activistes américains qui sont sur YouTube. Ils disent, ok, voilà à quoi ressemble la victoire de Trump. Et Donald Trump, les Iraniens l'ont pris dans son propre jeu. Comme il aime se faire voir, il aime se pavaner sur les réseaux, il aime se vanter, les Iraniens ont décidé quoi? Les Iraniens ont décidé. Donc chaque fois que les Iraniens ont une opportunité, pas publique, Al Jazeera prend, les chaînes de télévision aux États-Unis
qui combattent le régime de Trump, eux aussi, ils en font leurs affaires. Donc Trump est acculé de partout. Mais attention, je n'ai pas terminé. Le direct n'a même pas encore commencé. Subhanallah, toi tu es menteur. Alors, les monarques, les pays du pétrodollar, les pays du Golfe, ils n'arrivent plus à vendre leur pétrole. Or, ce sont des dépensiers. C'est les Baba Poponampou qui aiment donner l'argent. Donc, non? Ok. Donc, le régime iranien impose sa volonté. Le régime iranien dicte sa loi. Le régime iranien dit, voilà ce que je veux. Aujourd'hui, les monarchies du Golfe n'arrivent même plus à vendre une goutte de pétrole. Donc leur économie est en souffrance. Alors que si ça va chez eux, ça va chez les Américains. Tant que eux, ils ont l'argent, tant qu'ils vendent, les Américains n'ont aucun problème. Mais voilà, du coup, eux ne vendent rien. Les Américains ont quoi? Les Américains ont des sérieux problèmes. Donc, la puissance tant vantée de l'Amérique a pris un coup. 2, les monarchies du Golfe n'arrivent plus à vendre. 3, le coût à la pompe, du carburant à la pompe est en train de monter aux États-Unis. L'inflation, la manipulation, la hausse des prix, il ne peut plus contrôler. Donc, que fait Trump? Il cherche une porte de sortie. J'ai vu quelqu'un comme ça qui est venu dire, c'est pas Donald Trump qui décide quand la guerre va finir, ce n'est même pas l'Iran, c'est ceux qui détiennent les capitaux. Je dis, ceux qui détiennent les capitaux, je dis d'accord, on va voir si c'est eux qui détiennent ou si c'est l'Iran. Maintenant, quand vous regardez là, c'est ceux qui détiennent les capitaux ou c'est l'Iran. C'est l'accord de l'Iran qui a été accepté. Alors, la question, pourquoi Trump accepterait un tel accord? Parce que Trump n'a plus l'argent pour faire la guerre. Il comptait sur les 200 milliards, on a refusé de lui donner les 200 milliards. Et s'il met à sec le stock qui atteint un seuil critique, il met la sécurité nationale dans le rouge. Et c'est pas bon pour lui en tant que président. C'est dangereux pour lui en tant que président. Voilà la réalité. Voilà. Donc Trump n'a pas le choix, il est obligé, quelque part, de faire des concessions. Mais attention, l'Iran n'est pas dupe. Si vous pensez que l'Iran va se laisser manipuler, si vous pensez que l'Iran va se laisser berner, si vous pensez que l'Iran va se... et puis laisser, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose. L'Iran sait que Trump était menteur. L'Iran sait que Trump était manipulateur. L'Iran sait que Trump ne respecte pas sa parole. Donc, en présentant le plan de paix, l'Iran reste sur ses gardes. Maintenant, est-ce que le plan de paix veut dire que les hostilités vont s'arrêter? Dans le plan de paix, l'Iran a dit que Israël doit arrêter les bombardements sur le Liban. Alors, c'est la deuxième partie que nous entamons. Pourquoi le plan de paix sera un échec? Je vais vous montrer ce que Israël a fait aujourd'hui. Bon, attendez, hein. Ici, vous allez voir que même il y a des documents, si vous regardez ici, voilà, juste là, ici, il y a des documents, ils ont fui, les Américains ont fui et puis ils ont laissé leurs pièces derrière. Il y a beaucoup de pièces, des cartes d'identité, des cartes professionnelles, des informations.
Les Américains ont fui, on ne sait pas comment ils ont fui, mais il y a certains qui ont pu, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont laissé plein de choses derrière et les Iraniens ont récupéré plein de choses qu'ils ont présentées à la télévision. Donc, comment la première puissance militaire au monde a fui? Pourquoi l'Iran a fui? Pourquoi les Américains ont fui? Pourquoi la première puissance militaire mondiale fuit et laisse des documents derrière eux? Ici, je ne pouvais pas vous faire regarder ça, mais ça, chacun pourra retrouver ça. Allez regarder sur YouTube, je vais vous donner le... Ok, oh là là, bon, c'est en anglais, c'est pas grave, mais allez-y seulement sur la Black America. Enfin, mettez n'importe quoi, vous allez retrouver les images. Comment la première puissance militaire au monde arrive à fuir et puis laisser ses hommes derrière. Mais attention, il y a un militaire qui a été arrêté. Je crois qu'il y a un ou deux qui ont été arrêtés. Ils ont présenté à la télévision iranienne. Il s'est présenté, il a donné son numéro matricule, il a donné le corps auquel il appartient à l'armée américaine, il a été attrapé. L'Iran l'a présenté à la télé. L'Iran va jamais briser les bras. Mais cette partie-là, quand même, c'est un peu... vous allez voir ça, et ça c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'Israël a fait aujourd'hui au Liban. The so-called ceasefire that Donald Trump was bragging about that accepted all of Iran's 10 demands as expected is false. Alors, je vais vous faire, regardons ça rapidement. Minister of Pakistan had previously said yesterday, of course, Lebanon is included and Hezbollah is included. That was one of the 10 c'est le bombardement le plus meurtrier depuis le 28 février 2026. Ils ont tué des centaines de femmes et d'enfants innocents. Ça, c'est eux qui appellent les autres des barbares. C'est eux qui appellent les autres des sauvages. Qui peut faire ça si ce n'est pas Israël? C'est pourquoi cette question d'Israël avec Dieu, vous pouvez me haïr et me détester, mais je crois que Dieu dira lui-même, voilà le meilleur défenseur de ma vie. Il comprend mieux. Mais vous, ça c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas prétendre être choisi de Dieu, enfant de Dieu, béni de Dieu, et commettre de telles abominations, de telles barbaries, de tels crimes. Alors cette guerre, j'ai vu la fin venir, si vous vous rappelez. Je vous avais dit, Trump n'a pas honte. Please, je vous demande pardon. Allez-y, regardez la première fois que je suis sorti. J'ai dit, Trump n'a pas honte. S'il voit que ça commence à mélanger, il va chercher une petite opportunité, puis il va dire, pour je retire tout le monde. Et là, l'Amérique est arrivée à un point où l'Amérique ne peut plus faire la guerre. C'est là que ça va devenir compliqué pour Israël. Trump dit, dans les 10 points, dans les 10 accords proposés par l'Iran, le Liban n'est pas dedans. Iran dit c'est faux. Le Hezbollah est dedans. Ce que je vous ai lu là, est-ce que le Hezbollah n'est pas dedans? Le Hezbollah est dedans. Trump dit le Liban n'est pas dedans. Benjamin Netanyahu dit le Liban n'est pas dedans. Mais Israël dit, l'Iran dit, nous allons détruire Israël s'il n'arrête pas. C'est pourquoi j'ai ri quand Trump dit on va effacer la civilisation iranienne toute une nuit. Mais toi, tu es un Donald Trump, tu es un imbécile, un petit bâtard Donald Trump. Attendez, tu crois que l'Iran, là, c'est un petit pays de 2 km², tu vas détruire? L'Iran, c'est quoi? C'est plus d'1 million de... Il faut jeter 10 bombes atomiques sur l'Iran, que Dieu nous en préserve. Tu ne vas jamais effacer la civilisation iranienne. Mais le pays, c'est plus de quoi, 1 million de km². Tu crois que c'est 2-3 bombes là qui ont fait disparaître ce pays-là? Tu es bête ou bien quoi? Mais il y a une chose que chacun doit comprendre. Israël va périr. Combien d'attaques Israël a subi? Quand il pleure,
Dieu vient à leur secours. Mais cette fois-ci, les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'il y avait des prophètes qui étaient là pour intercéder auprès de Dieu. Des prophètes qui priaient, à qui Dieu envoyait des signes, à qui Dieu envoyait des messages. Mais nous ne sommes plus à cette époque. Cette époque est finie, terminée. Le dernier Messie, le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a plus d'autres prophètes. Peu importe ceux qui se donnent des titres, c'est leur problème. Ça ne m'intéresse pas. Ils vont se justifier devant Dieu. Il n'y aura pas de prophète pour intercéder auprès de Dieu par rapport à Israël. Israël sera détruit. L'Iran se contrôle et se maîtrise. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, par la grâce de Dieu, je n'ai pas vu physiquement. On ne m'a pas donné les informations à moi. Mais ce que Dieu me permet de voir, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me suis jamais trompé sur l'Iran. Et ce qui m'a été donné de voir, les capacités militaires de l'Iran, je vous jure au nom de Dieu, l'Iran n'a même pas, moi je vais le dire sans me vanter, l'Iran n'a même pas utilisé les 1/10 de sa capacité. Je répète, l'Iran n'a même pas utilisé les 1/10 de sa capacité. Si l'Iran veut frapper Israël avec 1% ou 2% de son arsenal, avant même de finir de couler le stock, Israël va disparaître de la carte. Un pays qui ne vaut même pas 100 000 km², est-ce que pour détruire c'est compliqué? Contrairement à un pays qui fait plus d'1 million de km², c'est là que tu te rends compte que Donald Trump est bête et idiot. Tu vas faut expliquer comment tu as détruit un pays d'1 million de km², où il y a des montagnes, où il y a des remparts, il y a des zones sécuritaires naturelles. Les montagnes, l'eau et autres. Comment tu as détruit ce pays? Il faut être bête. Mais ça se comprend puisqu'il a passé sa vie à voler et à mentir. Il pense qu'en disant ça, il va changer. Moi, depuis qu'il a dit ça, je savais que Trump était sur le point d'arrêter la guerre. Parce que je connais la psychologie de l'homme. Quand il a dit, on va détruire l'Iran, il dit, hop, c'est fini, ça c'est le message. C'est un message qu'il a envoyé. Il va arrêter la guerre. Je savais, et Dieu est témoin. Je savais et je me suis dit à la dernière minute, c'est pourquoi je ne suis pas sorti hier. Il dit, si je sors, les gens m'ont dit, monsieur est menteur. Il dit, mais je vais laisser les gens voir et puis après je vais parler. Je savais que même si ça restait une seconde des frappes, Trump va dire, quelqu'un l'a appelé. Trump va dire, il a été interpellé. Trump va dire, quelqu'un lui a dit ça. Donc, il va arrêter. Et ça, c'est Dieu m'avait dit. J'étais assis là et quand il a dit ça, j'ai commencé à risser dans mon fauteuil ici. Parce qu'il avait donné l'heure Easter Time, c'est-à-dire heure de New York. 20h. Mais Trump lui-même dit, lorsque les journalistes lui ont posé la question, pourquoi tu n'as pas informé tes alliés de l'OTAN, tes alliés dans le G7? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la surprise est la meilleure façon de combattre l'ennemi. Mais lui, monsieur, non, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Attends, non, c'est... Ok. Simpore, c'est Simpara ou bien Simpore? Simpore. Bah, Simpore, ok, d'accord. Excuse-moi, je suis en train de corser ton nom. Ceux qui sont dans Facebook, YouTube, attendez, pardonnez. Arrêtez d'écrire. Le commentaire, donne-moi une seconde. Facebook, YouTube, une seconde. Tout le monde, pardon. Alors, ceux qui vont m'insulter, ils sont libres. Il a dit, quand la première ministre du Japon était à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, j'ai suivi la conférence de presse. Et souvent, quand je suis plein, il dit, toi, tous tes trucs là, c'est en anglais seulement. Il dit, c'est là que je vais apprendre beaucoup. Et un journaliste lui a posé la question, devant la première ministre du Japon, pourquoi tu n'as pas informé tes alliés? Et puis, regarde la première ministre. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre ça? Le Japon, quand le Japon nous a attaqués, c'était par surprise. Donc, la surprise est la meilleure arme. Mais attends, un président qui vous dit ça. Et puis, c'est lui qui sort maintenant. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Où est la surprise? Quand tu dis, je vais faire ça. Et qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran demandait à la population d'aller former un corridor humain autour de tous les sites.
Est-ce que Trump pouvait frapper encore? Donc Trump même donnait à l'Iran l'information. Donc l'effet de surprise et l'effet dévastateur a disparu, tout a disparu, puisque maintenant l'Iran demande au peuple, et c'est ce que les Iraniens font, ils se réveillent, ils se relèvent, comme nos frères du Burkina l'ont fait. Bravo aux Hawaïens qui protestent, quand ils entendent qu'il y a quelque chose, tout de suite, toute la capitale se trouve tout de suite devant le palais, c'est Siam, devant le palais où se trouve Ibrahim. Tous les Burkinabés sont là-bas pour le protéger. Donc, c'est la même stratégie en Iran. Trump même a dit, Trump, il est bête, mais il n'est pas aussi bête que ça. Donc, quand on parlait là, il disait aux Iraniens, si je ne fais pas ça, mon nom est gâté. Mais je fais ça, vous aussi, écoutez ce que je dis, et puis protégez-vous. Envoyez les gens comme ça, je n'ai pas fait. C'est comme ça que Trump faisait. Il donne l'information. C'est lui qui dit, la surprise est la meilleure âme. Mais si tu es d'accord avec la surprise, pourquoi maintenant tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Il informait les Iraniens qui ont compris le message, et on dit aux Iraniens, allez-y tous, et tous les Iraniens sortent tous les jours. Vous avez entendu tout à l'heure, le monsieur, et tous les Iraniens sortent tous les jours pour aller sur les différents sites pour les protéger contre les frappes. Est-ce que Trump est fou pour aller bombarder un site où il y a des hommes là-bas? Même s'il est bête, comment est-ce qu'il va faire ça? Il ne sera jamais pardonné aux États-Unis, ils vont le destituer tout de suite, ils vont dire qu'il est mentalement instable. Sinon, aucun homme normal ne peut faire ça. La population va, et puis tu as bombardé là-bas, mais c'est fini, tu devais être terroriste, tu ne peux plus gouverner les États-Unis. Et c'est Trump lui-même qui donnait les armes pour l'arrêter. Trump lui-même donnait les informations à l'Iran pour le bloquer. Trump lui-même donnait les informations à l'Iran pour l'empêcher d'agir. C'est pourquoi quand il a vu ça, et puis son opération d'exfiltration a échoué tout de suite, il a considéré ce que les Iraniens ont dit. Ça faisait une semaine qu'il avait le truc. Mais le truc là, ça fait 3 jours il a échoué, il a vu que c'est fini. Donc il dit, moi je sors. Bon, maintenant, là où ça devient intéressant, Trump va plus frapper, mais Trump va essayer d'intercepter les missiles qui vont aller contre Israël. C'est comme ça que je vois. Je répète, je ne vois pas Trump en train de frapper désormais l'Iran. Parce qu'il a dit en tout cas, lui, il n'est plus intéressé à faire la guerre. Je crois que même aujourd'hui, il a dit, lui, il n'est plus intéressé. Par contre, ce qu'il va faire, parce que Trump aura beaucoup de choses, beaucoup de comptes à rendre, ça je vous en prie. Même s'il n'est plus président, il peut aller, on avait Bill Clinton avec Hillary Clinton qui ont été appelés, ils ont été convoqués par comment on appelle ça, la commission justice, non, du Sénat. Ils sont allés parler. Donc, à tout moment, on peut appeler Trump pour aller parler. Et Trump sait qu'il aura des explications à donner au peuple américain. Commission d'enquête, merci beaucoup. Donc, il sera forcément, même après son pouvoir, la commission d'enquête du Sénat va l'appeler pour aller lui poser des questions sur les pertes que les Américains, parce qu'ils seront obligés de dire la vérité. S'ils ne disent pas, le Sénat va engager ce qu'on appelle une enquête parlementaire, puisque c'est le Sénat qui valide toutes les dépenses du Pentagone. Donc le Sénat va faire des enquêtes. Ils vont aller dans les différents pays, ils vont aller constater, et puis combien ils ont dépensé pour telle ou telle base, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui n'a pas détruit. Donc forcément, le ministre de la guerre de Trump, il va se justifier. Il va se justifier, mais faites-moi confiance, après cette guerre, de toute façon, Trump a chassé les 2 femmes-là. Le gars, il est la prochaine victime. Trump va le sacrifier, parce que Trump n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout, il va le sacrifier. Et Trump va dire, c'est eux qui m'ont donné la mauvaise information. Effectivement, il fait partie de ceux qui ont poussé Trump avec Benjamin Netanyahu. Mais la question, quand ils vont commencer à poser la question au monsieur, c'est fini. Alors, quand tu fais une telle guerre, et aujourd'hui les Américains sont un peu énervés parce que la puissance militaire américaine
vient d'être humilié, vient d'être désacralisé, vient d'être anéanti. Les Américains ont la puissance de frappe, ça on ne peut pas nier. Mais ils ne sont plus craints comme on pouvait le faire parce que ils n'ont pas été capables de protéger leurs alliés. Les pays du Golfe, vous pensez que après ça, les pays du Golfe là, vont continuer à dire aux Américains de rester chez eux? Soit ils sont bêtes, soit ils sont idiots. Les pays du Golfe, à un moment donné, ils vont dire trop, c'est trop. Les pays du Golfe, non. Le pays qui a plus perdu dans tout ça, ce sont les Émirats arabes unis. Il leur appartient. Et la Turquie, il a dit la Turquie, l'Iran a dit quoi? L'Iran dit, non, on ne veut plus voir de base là-bas. Bon, ils peuvent dire, bon, si vous restez là-bas, mais l'Iran va dire une seule chose, marquez ça aujourd'hui. L'Iran ne pourra pas empêcher un pays souverain d'accepter qui il veut sur son sol. L'Iran n'a pas ce droit. Il ne faut pas en se blaguer. Mais ils ont fait exprès. Ils ont mis ça dans les conditions. Pourquoi? Ils ont même énuméré ça. Ils ont dit, bon, si on ne peut pas empêcher les Américains d'aller chez vous, vous êtes souverains, nous sommes souverains. Mais comprenez une chose, si à partir de chez vous, les Américains nous attaquent, vous devenez aux belligérants. Terminé. L'Iran peut dire ça. Et il appartiendra à ces pays-là de dire que s'ils veulent attaquer l'Iran à partir de sortir du pays d'abord avant d'aller attaquer l'Iran. Donc l'Iran, en faisant ça, l'Iran veut avoir la garantie qu'aucun pays du Golfe ne va désormais servir de plateforme de déstabilisation de l'Iran. Tous les pays sont souverains. L'Iran n'a aucun droit, même si je suis iranien, je n'ai aucun droit à dire que tel ou tel pays peuvent ou ne peuvent pas s'installer militairement dans mon pays. L'Iran n'a pas ce droit. Et l'Iran ne pourra pas gagner sur ce plan du droit. Mais l'Iran le fait pour une cause, pour une bonne raison. S'ils sont là-bas, qu'ils ne nous attaquent pas à partir de chez vous, voilà là où veut en venir l'Iran. Qu'ils ne nous agressent pas à partir de chez vous. C'est ce que veut l'Iran. Bon, maintenant, la question des proxys, le Hamas et le Hezbollah. L'Iran sait que les Américains ne pourront pas contrôler Israël, mais l'Iran, désormais, veut officialiser son entrée dans la guerre pour soutenir et le Hamas et le Hezbollah. Quand l'Iran dit on ne veut pas, tout le monde sait que l'Amérique ne pourra jamais empêcher Israël de bombarder le Liban ou la Palestine. Mais cependant, Israël et l'Iran diront, d'accord, si l'Amérique ne peut pas protéger ni les Palestiniens ni les Libanais, alors désormais nous nous associons au Hezbollah et au Hamas pour combattre Israël. Au cas où vous ne pouvez pas voir. Donc, voilà un peu les plans de négociation. Et tous ceux qui connaissent les négociations savent très bien que quand l'Iran dit ça, c'est parce que l'Iran veut intervenir. Et l'Iran sait que si elle intervient, c'est pas bon. Et les Américains savent, si l'Iran soutient, c'est pas bon. C'est pas bon pour Israël. Et l'Iran, et ce n'est pas tout. Les assassinats ciblés dont l'Iran a été victime, l'Iran ne va plus jamais tolérer ça. Jamais une agression. Ils ont dit, les agressions, il faut arrêter. Désormais, vous tentez de tuer une seule personne chez nous, on va rendre la vie infernale en Israël. Donc, en fait, les différents points énumérés par l'Iran, l'objectif n'est pas d'obtenir le point de ce que dit l'accord ou la proposition, mais l'objectif, c'est de dire, si on n'obtient pas ça, on se réserve le droit de faire ça. Voilà un peu, si vous voulez, l'idée centrale derrière toutes les propositions iraniennes. C'est de dire,
Si l'Amérique n'est pas en mesure de garantir l'application de tel ou tel point par rapport à Israël, nous nous réservons le droit de répondre avec la plus grande fermeté. Et là, le monde sera témoin. Et quand l'Iran dit encore, nous voulons un accord, que dans l'avenir, ces genres de choses ne se produiront plus. En disant ça, l'Iran ne peut pas négocier ce point avec un envoyé spécial de Donald Trump. Non, il n'est pas, officiellement, il n'est pas reconnu par le Congrès américain. Non. Donc, pour obtenir ces différents points d'accord, voilà pourquoi l'Iran exige que le vice-président soit impliqué. En d'autres termes, le vice-président sera redevable devant le Congrès ou devant, peu importe, la commission sénatoriale. Mais le vice-président sera redevable devant cette commission sénatoriale et allait s'expliquer. Donc, quand l'Iran met une personnalité aussi importante de l'administration Trump, tout de suite, l'herbe est coupée sur les pieds de Trump. Trump a compris tout de suite que la manipulation, parce que Trump voulait manipuler tout le monde, faire sa volonté sans être redevable devant le Sénat. Ce que les Iraniens ont compris tout de suite. Parce que moi, quand j'ai vu Trump, son envoyé spécial, et puis son beau-fils, j'ai dit, mais pourquoi les Iraniens ont... La première réflexion que j'ai eue, j'ai dit, mais pourquoi les Iraniens ont accepté ça? C'était ma première réflexion. J'ai dit, les Iraniens vont se faire baiser, excusez-moi l'expression, c'est un peu léger. J'ai dit, mais les Iraniens vont se faire doubler par Trump. J'ai dit, les Iraniens vont se faire taper par Trump. J'ai dit, si les Iraniens rentrent dedans, ils sont doublés, c'est fini pour eux. Quand j'ai vu que c'est telle ou telle personne qui allait négocier avec les Iraniens, j'ai dit, oh, les Iraniens vont se faire taper tout de suite. Ils n'auraient jamais dû accepter ça. J'ai dit, les Iraniens n'auraient jamais dû accepter. Bon, et puis on a vu. Les Iraniens n'auraient pas dû accepter. Mais c'est pourquoi les Iraniens ont compris. Ils disent cette fois-ci, on ne veut pas négocier ni avec ton beau-fils, ni avec ton envoyé spécial. Mais on veut négocier directement avec le vice-président, à prendre ou à laisser. Et là, maintenant, l'administration de Trump est directement impliquée. Parce que Trump, il a la façon de faire les choses comme s'il gère son entreprise. Contourner les procédures, contourner la Constitution. Et les gens ont compris. Alors, Israël a violé le traité de 2 semaines en attaquant le Liban. Pourquoi Israël a frappé le Liban? Et moi, je peux même dire, est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'endormir l'Iran les premières heures? Parce que c'était une des frappes les plus importantes. Et ils ont tué. Ils ont beaucoup tué aujourd'hui. Je me suis posé la question pourquoi. Je pense que il est important de réfléchir sur un certain nombre de choses. Mais Dieu merci, les Iraniens ont compris, j'espère qu'ils vont se ressaisir parce qu'ils ont fermé, j'allais oublier, ils ont fermé le détroit. Ils disent qu'ils ne vont pas ouvrir. Bon, les 2 millions dont on parle, c'est parce que ils ont dit chaque baril de pétrole, on va prendre $2 dessus. $2 symboliques. Donc au total, ça dépendra de la capacité du bateau. Ça partira entre 1 million de dollars à 2 millions de dollars par bateau. Comme maintenant qu'ils ont fermé, mais ils disent qu'ils vont répondre. L'Iran dit qu'ils vont répondre. Alors, mais je ne crois pas que Trump va se rejeter dans la guerre. Alors la conclusion, c'est celle-ci. Trump cherchait une voie de sortie. Trump voulait sortir la tête haute, pas humilié, même si la défaite est là. Et Trump, c'est quelqu'un qui est bête. Vous le dites vous-même. Maintenant que Trump a trouvé une porte de sortie, Trump ne va jamais fermer cette porte de sortie. Maintenant, Israël sera seul face à son destin.
Les Américains verront dans la mesure d'intercepter certains missiles, s'ils peuvent le faire, avec l'aide de peut-être de certains partenaires français, britanniques, autres. Peut-être. Mais dire que les Américains vont se lever ou aller bombarder, bon, c'est le choix. Est-ce qu'il peut supporter ça? Parce que Trump peut être bête n'importe comment, mais quand même, la réalité est là, et les gens le disent. Et surtout, les propos qui sont sortis de sa bouche, les gens lui ont dit clairement, tu le fais, c'est un crime de guerre, tu fais ça, on va te destituer. Même des républicains ont dit, tu bombardes des sites civils, tel que tu l'as dit, on va te destituer. Et donc, dans son propre camp, il avait reçu les menaces claires. Même les fervents supporters de Trump lui ont dit, tu fais ça, on va te destituer. On ne peut pas accepter ça. Parce que la présidence, tu vas salir l'image de la présidence. Et ça va nous prendre des années, voire peut-être des siècles, pour nettoyer et restaurer l'image de la présidence américaine. Et les Américains sont conscients que Trump est en train de détruire l'image de la présidence américaine. Et ça fait mal aux Américains. Donc les gens lui ont dit, tu as le choix. Et moi, je m'attendais beaucoup plus à une ordonnance ou à une décision de justice pour empêcher Trump de faire ce qu'il a voulu. C'est à ça que je pensais plus. Peut-être qu'ils vont saisir la justice pour bloquer l'exécution de son programme. Je ne sais pas. Donc, une chose est certaine, Trump a de sérieux problèmes aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va finir pour lui. Mais, est-ce qu'il va accepter de faire une guerre où il a déjà beaucoup trop perdu, où il n'y a même pas de plan de sortie? Voilà la Turquie, l'Égypte et le Pakistan qui lui donnent une porte de sortie honorable, où il peut faire la grande gueule. Mais Israël passe dans le dos de Trump et puis bombarde. L'Iran ne peut pas accepter ça. L'Iran va agir. Et pourquoi Israël a fait ça aussi? Bon, je ne vais pas être trop long. On a déjà tout ce qu'on a fait. Alors, parce que la simple raison pourquoi Israël a fait ça, parce que le Hezbollah a commencé à détruire et à décimer sérieusement l'armée israélienne. Donc, quand l'Iran a accepté le cessez-le-feu, donc ils ont réorienté toutes leurs forces sur le Liban. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi tout le monde dit que ça a été l'une des frappes les plus importantes que Israël ait fait. Mais pourquoi? Parce que quand l'Iran a dit d'accord, donc tout de suite, ils se sont orientés vers le Liban pour faire le maximum de dégâts avant de dire on se retire. Mais bon, je ne sais pas si l'Iran a frappé, je n'ai pas encore eu les images, mais je crois que l'Iran va réagir. L'Iran va réagir et l'Iran ne va pas cautionner ça. Parce que le Hezbollah avait commencé à détruire les blindés israéliens. Ils ont commencé à les abattre. En tout cas, ils n'arrivaient plus à faire de percées. Ça, au moins, c'était certain. Le Hezbollah avait commencé à tuer plein de soldats israéliens. Je vois que c'est ce qui les a énervés. Et puis, moi, je pense que c'est lâche. Vous prenez un avion de guerre et puis vous allez bombarder une ville. C'est ce que je n'avais compris, quoi. Bon. Alors, on va conclure en disant ceci. Bon, ben, pour ceux qui nous ont déjà contactés par rapport à nos produits, évidemment, à la Belle Ivoirienne, la version préventive, vous connaissez, c'est la restauration, c'est le nettoyage, c'est la purification, le sang et tout le système pour vous donner vraiment, si je peux me permettre l'expression un peu grossière, une deuxième jeunesse pour vous permettre de tenir. Parce que souvent on dit, ah, c'est maladie de vieillesse. Moi, je ne crois pas à cette expression maladie de vieillesse. Mais évidemment que quand tu vieillis, tu prends de l'âge, le corps aussi, les cellules vieillissent. Mais tu ne fais rien pour restaurer les cellules. Tu ne fais rien pour régénérer les cellules. Tu ne fais rien pour entretenir les cellules. Pour toi, tu t'es lavé, tu t'es pomadé, tu as mangé, c'est fini. Mais ce que tu manges là, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Donc, la Belle Ivoirienne préventive vient restaurer les cellules vieillissantes, régénérer
nettoyer le corps et vous permettre d'avoir vraiment cette jeunesse-là, rien qu'en vous regardant. D'accord? Et ça, c'est d'abord, ça, c'est la formule préventive. La formule préventive, vous pouvez l'utiliser aussi pour ceux qui font ce que vous appelez la radiothérapie, chimiothérapie par rapport au cancer. La version préventive permet d'anticiper sur un certain nombre de pathologies. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être, comment on appelle ça, différents types de cancers. Mais en tout cas, c'est bon. Ce qu'on peut vous dire, la version préventive, c'est ce que je conseille à tout le monde. Malade ou pas malade, vous avez besoin de ça pour restaurer tout le corps dans une vraiment dynamique, dans la restauration, la purification, le nettoyage, et puis de renforcer la capacité fonctionnelle de votre système immunitaire et de base. Maintenant, au niveau de la belle ivoirienne curative, vous avez différentes formes, c'est-à-dire la belle ivoirienne pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, hernie discale, arthrose, drépanocytose, insuffisance rénale, d'accord, le diabète, tous les types de diabète. Vous avez la sécheresse au niveau des femmes, vous avez des pertes d'infection au niveau des femmes, vous avez les hommes aussi, vous avez le troisième pied qui n'est pas compétent, qui dort, qui vomit vite, qui n'est pas en forme. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, la version curative est beaucoup plus renforcée, beaucoup plus efficace. Et nous ne prétendons pas pouvoir sauver tout le monde, mais nous avons quand même, à la date d'aujourd'hui, près de 95-90% de taux de satisfaction, taux de guérison. Donc, si vous êtes intéressé une fois de plus, le numéro, je vais le donner tout à l'heure, c'est le 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88. Si vous avez des problèmes d'insomnie, de courbature, de douleur qui ne finissent pas, c'est ça qui est là. Lui, on le prend seulement au coucher avec un peu de lait, et puis ça vous met vraiment, vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes évolué, vous êtes plus en forme, plus rayonnant, avec un visage encore beaucoup plus joyeux. Donc, si vous êtes intéressé, nous ne prétendons pas tout connaître, je suis ni marabout, ni charlatan, ni guérisseur. Mais c'est avec les plantes que nous travaillons. Et les produits que nous vendons, ce n'est pas des produits liquides, tout est comme ça, c'est en poudre. Évidemment, l'emballage, c'est pas ça, hein. L'emballage est là-bas. Alors, ceux qui ont déjà reçu leurs produits, je vous en prie, soyez patients. Dès qu'on va conclure l'émission, je vais commencer à vous envoyer les différentes posologies, mais avant, vous me donnez les images, les différentes captures d'écran, les photos recto verso de chaque produit. Pour que je vérifie que c'est le bon produit. Ensuite, je vous donne la posologie. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que se présente le label ivoirien. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Et puis, bien entendu, l'emballage n'est pas, c'est pas ça, on ne voit pas comme ça. L'emballage est beaucoup plus différent. Donc, voilà. En tout cas, il est bon. Il n'est pas compliqué, il n'est pas amer, on ne se purge pas, il n'est pas compliqué, il se boit. Et puis, bon, les résultats sont là, par la grâce de Dieu. Les résultats sont là. Donc, si vous êtes intéressé, une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.